Je marche. C'est ce que voient les gardiens sur leurs écrans. Une femme qui déambule. Rien d'autre. Une silhouette qui traverse la salle, fait quelques pas, tourne sur elle-même, revient. Une présence en mouvement. Une anomalie dans le calme du musée. Peut-être pense-t-il, cette femme ne tient pas en place. Il ne devine pas qu'un texte se cherche, qu'il lutte pour se former, qu'il m'échappe dès que je tente de le saisir. Il ne se doute pas qu'écrire exige de vagabonder. Chaque pas déplie une phrase, chaque mouvement replace une idée. Le rythme du corps est celui du texte. Si je m'arrête, les mots s'éloignent et tout se fige. Ce n'est pas de l'agitation, c'est l'écriture qui passe par le corps. Écrire, c'est performer. Quand une nuit passée au musée à s'inspirer des œuvres d'une artiste talentueuse mène à un récit intime et poignant sur l'Algérie de la décennie noire. L'écrivaine Kawther Adimi est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche pour nous parler de son dernier livre. Bienvenue à tous et bonjour Kawther. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce nouveau livre s'appelle La joie et demie. Il est paru dans la collection Une nuit au musée. On va d'abord expliquer un peu le principe de cette collection. Un écrivain, une écrivaine est donc invité à passer une nuit dans un musée de son choix, puis à écrire un texte inspiré de ses heures solitaires passées au milieu des œuvres. Vous aviez déjà tenté l'expérience, vous le racontez dans le livre, et ça s'était soldé par un échec. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas marché la première fois? Je crois que je suis la seule autrice à avoir eu le droit à 2 nuits. Une deuxième chance. J'ai fait une première nuit au musée Picasso en 2018. Ouais. Et j'ai fait une seconde nuit à l'Institut du monde arabe en 2022. Voilà. Il y a un sacré écart entre les deux. Et la première nuit au musée Picasso a été très mal passée. Ça a été une nuit cauchemardesque parce que m'est revenu à l'esprit un moment des années 90 qui a été très difficile pour moi à vivre. Et ce moment-là, il me percute au musée Picasso et je fais un cauchemar. Je suis à moitié éveillée, à moitié endormie et je n'arrive quasiment pas à aller au bout de la nuit. Je erre dans le musée. Et je n'arrive pas à écrire le livre. Mais vous avez donc cette deuxième chance qui est arrivée donc oui. en novembre 2022. Là, vous êtes allé passer... Je la redemande. Vous la redemandez. Oui, en 2022, je redemande. Je dis, c'est bon, là, je suis prête. Vous vous sentez prête. Pas prête. Vous allez donc à l'Institut du monde arabe. Il y a une exposition consacrée justement à cette artiste algérienne, Baya, dont vous venez nous parler. Et donc là, en fait, ce projet, vous arrivez finalement à mener cette nuit à bout. Et il dévie un peu de sa course. Vous voulez faire le portrait de cette artiste qui vous tient à cœur, mais vous finissez par raconter cette histoire. Alors parlons-en de ce choix un peu à contre-courant. Vous l'avez dit, vous avez 8 ans. Vous venez de passer 4 ans, je crois, à Grenoble en suivant votre famille, notamment votre père qui venait faire des études et qui décide à contre-courant, de rentrer en Algérie, qui est en pleine guerre civile. Oui, alors mon père, ça a toujours été le projet, 4 années en France et on rentre. Mon père a toujours dit ça, et mes parents sont venus en France avec l'idée que mon père ferait une thèse et ensuite il rentrerait. Il est militaire, d'autant plus. En fait, oui, c'est-à-dire que dans les années 70, pour financer ses études de journaliste, sa vie à Alger, où il arrive, il est de l'Est du pays, il va signer un contrat avec l'armée qui lui dit en fait, on financera tes études et à la fin de tes études, par contre, il faudra rejoindre pendant quelques années l'armée. Et donc, il accepte. Et il vit un espèce de sursis de 6 ans, 6-7 ans, je n'ai plus en tête exactement le nombre d'années, où il est étudiant à la fac d'Alger comme journaliste. Il est journaliste pendant plusieurs années. Alors, et il a un contrat qui le lie à l'armée. Puis à la fin de ses études, il faut honorer le contrat. Et donc, il va travailler pour l'armée quelques années. Donc, il se retrouve à rentrer... S'ennuie un petit peu. Oui, et à rentrer à un moment qui est terrible pour l'Algérie en vous emmenant... Mon père ne s'est à aucun moment posé la question de ne pas rentrer. C'était une évidence pour lui. Le pays était en crise, il était en guerre. Il fallait rentrer et faire sa part, quoi. Et donc commence à ce moment-là le récit aussi de l'Algérie, donc à cette époque bien particulière, celle des années de la décennie noire, de la guerre civile, qui entre 1992 et 2002 fait plus de 150 000 victimes. Et là, vous nous racontez cette Algérie à hauteur d'enfant. Vous êtes toute jeune. Il y a notamment cette scène saisissante d'une arrestation terrifiante à un barrage routier. Vous racontez, c'est un peu plus tard, que vous échappez vraiment de peu à un attentat kamikaze. Comment trouver les mots pour raconter cette violence? Comment est-ce que vous arrivez finalement à aller au-delà de ce cauchemar que vous aviez eu en 2018? Mais c'est la question qui m'a beaucoup taraudée et c'est pour ça que le livre ne s'est pas fait en 2018 et qui s'est fait bien plus tard. C'est qu'il fallait que la langue, que la littérature
prenne le pas sur la peur. Il fallait que ce soit moi, je suis écrivain, donc mon outil de travail, ce sont les mots. C'est pas un essai, je suis pas journaliste, je voulais pas en faire un document. Alors, c'est pas de la littérature au sens fiction, mais c'est plus un récit et ça va plus être voilà, un essai fait par un écrivain. Ça reste un outil de travail. Et donc, il fallait que la littérature prenne le pas la peur, pas juste les souvenirs. C'est pas très intéressant. Ce qui moi, m'importait, c'était simplement de me dire qu'à un moment donné, je pense que c'est assez universel de se dire qu'on habite tous avec un passé avec lequel on cohabite et qui continue de nous hanter et qui parfois aussi nous hante parce qu'il est absent. Et moi, j'avais un peu ce sentiment-là, qu'il y avait plein de trous de mémoire, même à des moments de ma vie, à l'âge quasi adulte, parce que le dernier attentat que je vis, où j'ai en fait, j'hésite entre 2 bus et il s'avère que je prends le bon bus, entre guillemets, puisque le bus qui me précède, un kamikaze lui rentre dedans, devant moi. Et je me souviens très bien d'avoir pris le bus, je me souviens de l'après, je me souviens pas du tout de l'attentat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelques secondes que j'ai complètement oublié. Et ce qui arrive énormément pendant 10 ans, en fait. Pendant 10 ans, 15 ans même, je vais avoir des moments d'absence en termes de mémoire et qui, par leur absence, m'habitent complètement. Et ça a été un long travail, mais le temps fait son œuvre hein, sur ce genre de Et vous avez interrogé votre père, vous avez enquêté votre auprès frère. De ma famille, Comment est-ce qu'ils ont Mais en fait, nous, il faut comprendre, et ça paraît fou, mais on n'en a jamais parlé à la maison. Moi, par exemple, quand ce bus explose, je rentre à la maison quelques heures plus tard, je ne dis rien à mes parents. Ils ne sont pas au courant, ils le découvrent dans le livre. Hein, ils le découvrent aujourd'hui dans le livre. Tout comme ce faux barrage, c'est un faux barrage, alors les Algériens savent très bien ce que c'est, mais pour expliquer à d'autres, en fait, c'est un vrai barrage initialement, et des terroristes les assassinent, puis passent leur uniforme et prennent leur place, et puis contrôlent les voitures et ils s'égorgent des passagers. Et mon père, en fait, se rend compte très vite où il nous emmène, parce qu'à quelques voitures, il comprend que c'est un faux barrage, parce qu'ils sont mal rasés, mal fagotés, etc. Et il dit à ma mère, c'est un faux barrage. Et il n'a pas d'autre choix que d'avancer vers ce barrage. Et ce moment-là, qui est clé, en fait, qui va vraiment, chez moi, générer une frayeur épouvantable, qui va m'accompagner très longtemps, on n'en parlera plus jamais à la maison. Et je vais convoquer ça aujourd'hui, pendant ces dernières années. Donc, on en parle avec mes parents, j'en parle avec mes frères. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est aussi que je crois que je ne me sentais pas l'autorisation d'écrire sur ce sujet-là. Comme si c'était quelque chose qui nous était tous arrivé et que, puisque personne n'en parlait, pourquoi j'irais en parler moi? Pourquoi j'aurais le droit, moi, d'en parler? D'autant que moi, j'avais survécu quand d'autres étaient morts. Et un jour, ma mère discutait d'autre chose, puis rappelait un petit événement, je ne sais plus, mais quelque chose de l'ordre de l'anecdotique de ce moment-là. Et il y avait mes frères et moi autour, et elle dit cette phrase, et elle dit, mais nous étions en état de guerre, et puis se retourne vers moi et me dit, pourquoi n'as-tu jamais écrit là-dessus? Et qui était à la fois presque un reproche. C'était l'autorisation que mais que j'ai pris vraiment comme je peux rouvrir les boîtes finalement. Et en fait, je suis allée les rouvrir ces boîtes-là. Et notamment, j'ai retrouvé quelque chose. C'est les cassettes vidéo de mon père. Parce que mon père, dès lors qu'on rentre en 94, mais quelques semaines après notre retour, jusqu'en 2001, il va filmer notre famille. Ces vidéos vous ont aidé. Il dit une très belle phrase dans le livre, vous la citez. Il dit, votre père, je t'ai offert un pays avec ce retour. Oui, parce qu'en fait, mon père et moi, on se dispute beaucoup au retour. De mes 8 à mes 12 ans, on se dispute énormément parce que ce qu'il y a, c'est que, effectivement, mon père, il a le sens du devoir, il doit rentrer. Et ma mère ne veut pas se séparer, ne veut pas vivre à distance, elle veut rentrer. Donc nous rentrons par conséquent. Mais il y a autre chose. Il y a l'histoire de mon père, et ça je la raconte aussi dans le livre. Il faut comprendre d'où vient mon père, qu'est-ce qu'il a vécu. Il est né en 1953, il a vécu toute la guerre d'Algérie. C'est quelqu'un qui va à l'école en 1962, donc il a 9 ans. Il ne commence l'école qu'à 9 ans, puisqu'il ne pouvait pas y aller auparavant. Et pour qui l'école est une immense chance dans la vie, et qui va tout faire pour que ses enfants puissent aller à l'école aussi dans les meilleures conditions, mais aussi qui a un rapport à l'Algérie très fort. Et dans ce retour, lui, il a une mission avec nous, c'est nous serons arabophones. Et non pas qu'il faille oublier le français, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il faut vite apprendre l'arabe, et puis il faut aller dans l'école publique très vite, il faut avoir un bac en Algérie, un bac algérien, ce ne sera pas un bac français, et il faut faire l'université en Algérie, il faut habiter le pays et l'habiter réellement. Et quand il me dit ça, je t'ai offert un pays, c'est qu'on va beaucoup rentrer en conflit sur cette question de la langue. Moi, je lui reproche de m'avoir ramené dans la guerre, et puis de vouloir m'arabiser à tout prix. Et parce que pour moi, le français est la langue en fait des livres. Je lis énormément. Et
Et en fait, et puis un jour, très en colère lui-même, je pense qu'il devait s'être passé quelque chose dans la voiture, il finit par me dire, mais je t'ai offert un pays. Moi, je t'ai offert tout un pays. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que derrière, ce qu'il me disait, c'est que je t'ai donné un chez-toi et toute ta vie, tu auras un chez-toi. Et quoi qu'il se passe, tu peux toujours revenir ici, ce sera toujours chez toi. Et c'est une très belle phrase. Juste un mot avant, c'était très court l'émission, mais avant on finisse ensemble, je voudrais vous faire réagir, puisqu'on parle de l'Algérie, que vous êtes algérienne au sort de l'écrivain Boualem Sansal, qui est détenu par le régime algérien, condamné à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Il a 80 ans, il est malade. Sa fille a récemment appelé à une mobilisation internationale pour demander sa libération. Est-ce qu'on en fait assez justement pour... Je pense qu'en France, vous en faites beaucoup. Je ne sais pas si c'est toujours productif, mais je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je dirais simplement qu'il faut comprendre qu'en Algérie, ce qui arrive de France n'a pas tellement d'effet, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en France, parce que sinon, vraiment, je comprends tout à fait la mobilisation française, la façon dont ça a été fait. Simplement pour comprendre, c'est que ce qui se passe en Algérie est vraiment en Algérie. La relation entre les deux pays est extrêmement détériorée, aujourd'hui très dégradée. Et en fait, ça n'arrive même pas là-bas, en fait. C'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que ça n'arrive pas là-bas. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je pense que, ça vous affecte, en tout cas, de savoir Boualem Sansal énormément, de savoir Boualem Sansal en prison. Je pense que la réponse est disproportionnée, évidemment, de faire 5 ans de prison. Et puis, ça m'affecte aussi parce qu'on ne pouvait répondre à Boualem sur ses propos qu'il a tenus sur l'émission Frontières. Moi, je me sens très forte dans ma capacité de répondre sur ce sujet-là. Et je pense qu'en Algérie, il y a énormément de personnes capables de répondre à ce genre, en fait, de déclarations. Et moi, je ne suis pas sûre que la prison, ce soit la bonne réponse et qu'elle soit proportionnelle. Un écrivain... mais je ne parlerai même pas de son âge. En fait, tout ça est très... On a beaucoup dit, oui, mais les Français... En fait, même s'il n'était pas français, ça ne veut rien dire, en fait. Tout ça est pour moi, est-ce que c'est ça ce qu'on doit être aujourd'hui? Et moi, ça m'affecte, mais comme... Ça m'a beaucoup affecté que Khaled Drani fasse de la prison. Ça m'a beaucoup affecté que Hissène fasse de la prison, qui est un patron de presse. Ça m'a beaucoup... il y a des centaines de personnes qui ont fait de la prison, alors plus ou moins longtemps. Et ça m'affecte, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, et ça ne m'inquiète pas que pour ma propre personne. Ça m'inquiète que collectivement, ce soit ça le projet. Je pense qu'on peut faire mieux. Merci beaucoup, Kauter. On va finir avec un coup de cœur culturel. Oui. Ça sera vraiment en 20 secondes. Vous avez choisi Saint-Levant, le chanteur, qu'on connaît beaucoup, notamment pour ses origines palestiniennes en ce moment. Mais il y a son talent. Et pour son talent, évidemment. Et il y a un clin d'œil à l'Algérie, là aussi. Ah, mais Diva, c'est formidable. Enfin, vraiment, moi, je l'ai pris comme un cadeau qu'on m'a fait. Ouais. C'est un de ses titres. C'est un clip qui a été tourné à Alger, qui est magnifique, avec des images Parce qu'il a des origines algériennes. Alors, aussi, oui, sa mère est franco-algérienne, son père est palestino-serbe, et il habite aux États-Unis. C'est tout un programme que Saint-Levant. Et il chante en anglais, en français, en arabe. Et Diva, c'est merveilleux. Vraiment, moi, c'est ce que j'écoute quand ça va mal. Eh ben, on prend le conseil. Merci beaucoup, Kauter, d'être venu nous parler donc de La Joie et demie, paru chez Stock. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec Diva de Saint-Levant. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.